Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'analyse réelle, mais avant, je vais faire un petit rappel de tout ce qui a été dit hier. Enfin, essayez, hein, je ne veux pas avoir cette prétention de faire un rappel de tout ce qui a été dit dans les 3 exposés. Donc, au niveau des preuves formelles, c'est une science jeune, elle n'a que 50 ans, hein, alors 50 ans c'est jeune quand même. Les assistants d'aide à la preuve, c'est pas de la vérification, donc c'est vraiment prouver pour vraiment avoir quelque chose de réellement prouvé comme on fait en maths, voire mieux qu'en maths, donc vraiment toutes les hypothèses du début à la fin, et en particulier ce sont des outils et des assistants, parce que j'ai l'impression que certains hier pensaient que peut-être ça pouvait aider à faire la preuve tout seul. Ça ne fait pas la preuve tout seul. Il y a des outils automatiques, en particulier sur la logique du premier ordre, où on appelle ça un peu les SMT solvers, qui sont des outils automatiques qui font certaines preuves, mais des preuves simples, tout seul. Là, c'est pas du tout, l'outil ne fait pas la preuve, il faut que l'utilisateur connaisse la preuve, il l'a saisie. Alors l'outil aide, parce que vous souvenez, en haut à gauche, c'était pareil en ligne, c'était sur la droite plutôt, enfin l'autre gauche, voilà, à droite. L'outil à chaque ordre, à chaque tactique qu'on lui donne, il change ce qu'il y a à démontrer, puisqu'il applique les règles, et donc il change, il nous indique ce qui reste à démontrer, donc ça aide l'utilisateur, mais ça ne fait pas la preuve à sa place. Alors il y a plusieurs prouveurs, on a vu qu'il y en avait plusieurs, j'en ai cité plein hier, donc là sur les 2 jours vous allez en voir 2. Alors il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, hein. C'est-à-dire que les querelles de clochers là, où les prouveurs se pourrissent c'est les uns les autres, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'est comme le langage de programmation, il y en a plein, il y a des raisons à ça. Et ça dépend ce que vous voulez faire. Donc il y a à la fois Roc et Lean sont très bien pour faire des maths. Roc est aussi très bien pour faire de la preuve de programme. Pour faire des maths, je ne peux pas ne pas citer Mizar. Mizar a une bibliothèque absolument colossale de formalisation des mathématiques dans un langage proche de celui des maths. Donc Lean n'a rien inventé, hein, c'est juste... voilà. Donc il y a plein de prouveurs et ça dépend beaucoup de ce que vous voulez faire. Donc moi je suis vraiment pour cette biodiversité et chaque prouveur a ses avantages, ses inconvénients. On essaye d'améliorer en s'inspirant les uns des autres, mais c'est une bonne chose. Il y a aussi plusieurs bibliothèques de formalisation des maths, donc c'est un peu la même chose que ce que j'ai dit tout à l'heure. HOL, par exemple, HOL Lite a une très grande bibliothèque d'analyse. Donc, il y a tout un pan de recherche en ce moment, depuis quelques années déjà, où on essaye de traduire ou de développer des outils de traduction de preuves d'un prouveur vers un autre. Alors, ce n'est pas forcément évident, parce que comme vous l'avez vu, ils sont basés sur des logiques différentes et des systèmes différents. Donc, ce n'est pas toujours facile de traduire quelque chose où il y a l'axiome du choix en ligne 1, comme disait Sébastien hier, dans un prouveur où on essaye de ne pas en vouloir, où on n'en veut pas, ou voilà. Donc, alors, je vais revenir aussi sur le danger des axiomes. Hier, on a parlé on peut énoncer un théorème ou un lemme qui est faux. Alors, en principe, on appelle ça un axiome, du coup. Mais il n'y a pas que les axiomes, il y a aussi les admits. Alors en Roc, ça s'appelle admit, et puis en Lean, ça s'appelle sorry, donc j'ai mis les deux. Donc on admet quelque chose, alors c'est souvent, on l'admet pour le prouver plus tard, parce qu'on se dit, oh là, ça m'énerve ce truc, voilà, je vais supposer que pour l'instant c'est bon, et puis je vais continuer ma preuve. Donc c'est vraiment une méthode, d'ailleurs qu'on fasse les preuves en avant ou en arrière, ça ne change rien de ce point de vue-là, c'est-à-dire on admet des résultats intermédiaires soit parce qu'ils sont
triviaux mathématiquement, mais qu'ils sont un peu pénibles à prouver, voilà. Ou soit parce qu'ils ne sont pas triviaux mathématiquement, mais on se dit, oui, mais j'ai quelque chose d'encore moins trivial, je vais supposer que ça c'est vrai pour pouvoir l'avoir dans le contexte. Mais n'empêche qu'un jour ou l'autre, il faut quand même les prouver, parce que... voilà. Ou alors avoir suffisamment de recul, je dis ça, mais je vais dire un peu le contraire tout à l'heure, on en parlera. Alors, tous ces outils ont commencé par la recherche, on l'a vu, hein, la recherche en logique, la recherche en maths, et donc c'est pour et par la recherche que tout ça est arrivé, mais maintenant depuis... Alors, il y en a qui l'utilisaient déjà depuis longtemps pour l'enseignement, mais là maintenant ça bouillonne. Je disais la formalisation des maths bouillonne, mais l'utilisation des outils d'aide à la preuve pour l'enseignement bouillonne aussi. Il y a deux bouillons qui ne sont pas forcément décorrélés d'ailleurs les uns des autres. Et donc c'est pas mal utilisé pour l'enseignement, donc je vais essayer j'espère que je pourrai aller jusqu'à un quart d'heure de retard, enfin qu'il faut que je finisse. Ok, super, super, parce que... Un quart d'heure de retard en plus du quart d'heure de décalage? Non. Non, quand même, sinon on n'aura pas de pause. Deux fois un quart, ça fait... Ouais. Et alors, je reprends la phrase de Sébastien tout à l'heure, il a dit, hier, tout est formalisable. Ouais. Modulo a un certain nombre de contraintes quand même, et en particulier, une des contraintes fortes qu'on n'a pas encore vraiment résolue, alors ça s'est amélioré, c'est la contrainte temporelle. Parce que formaliser, il y a eu une question hier, je ne sais plus d'où ça venait, c'est combien de temps on met pour formaliser un théorème. Alors déjà, bon, évidemment, ça dépend du théorème, mais je veux dire, ça peut être très long. Et ce que je vais montrer tout à l'heure, donc là, on va s'orienter un peu, alors je vais parler un peu enseignement, mais aussi recherche. Et les recherches que je vais montrer, on les a commencées, ça fait 25 ans qu'on les a commencées, et voilà, et finalement, d'un point de vue mathématique, on n'en est qu'au début. Alors ça, c'est en rock parce qu'on est académique. Après, Lean, ils ont une puissance de frappe, on peut pas lutter. Mais je veux dire, voilà. Donc, il faut vraiment mettre énormément de moyens humains, voire IA maintenant. Bof, oui. Oui, voilà. On pourra en reparler plus tard, mais voilà. Pour pouvoir formaliser les maths et Mizar, qui est une énorme bibliothèque Mizar, ça fait 50 ans qu'ils formalisent leur bibliothèque. Donc, alors, donc... C'est l'inconvénient de la biodiversité, c'est qu'il y a une dilution des efforts. Alors, le problème... Non, parce que ça dépend de quelles maths on fait, ça dépend quelles maths on veut faire. Typiquement, si vous voulez faire des maths constructives, il faut bien des outils qui soient constructifs et... Voilà, ouais. Et alors, moi, pour le coup, je fais des maths classiques dans un outil constructif, mais pourquoi pas, enfin... Voilà, donc, et un des avantages ça dépend des outils, si vous voulez en extraire un programme après, alors, on peut extraire à partir de choses un peu classiques, c'est possible, on peut par exemple, sur l'équation des ondes, on a extrait une constante d'approximation, voilà, donc on peut quand même extraire certains contenus calculatoires, et ça, tous les outils ne le permettent pas, donc voilà. Alors, là, aujourd'hui, on va parler des réels, des nombres réels. C'est quoi le problème avec les réels? Les réels, c'est pas des flottants. Donc là, ces trois exemples-là, ils viennent de n'importe quel langage de programmation. En particulier, ils ont été tapés en OCaml, mais ça pourrait être autre chose, ce serait pareil. Vous voyez bien que ça, c'est pas des chiffres... C'est pas des chiffres un peu bizarres, un peu ésotériques comme 10 puissance 16 ou 10 puissance 15. C'est pas, vous voyez que c'est des nombres tout à fait ordinaires. Hein. 1000, c'est pas quelque chose d'incroyable. Et puis 7,5, c'est pas non plus quelque chose d'incroyable. D'accord ? Et ce qu'on remarque, c'est que dès la troisième décimale, eh ben,
on obtient un résultat différent, juste parce qu'on n'a pas mis les parenthèses au même endroit. Donc là, on parle de l'associativité de l'addition, et l'associativité de l'addition, elle est très vite pas associative, rapidement, dans les ordinateurs. Parce que tous les nombres, justement, ne sont pas représentables. Alors, je ne vais pas vous faire un petit cours sur les flottants, mais quand vous tapez 1/10 n'est pas représentable avec un processeur binaire. Si vous avez un processeur décimal, il existe quelques processeurs décimaux. Dans ce cas-là, vous pouvez représenter 1/10, mais sinon, ce n'est pas représentable dans un processeur binaire. Donc, du coup, c'est une approximation avec une norme d'erreur, une mantis, vous savez, quand on parle l'exposant, la mantis, ce genre de choses. Donc, du coup, ça fait des approximations, mais nous, on veut faire des preuves. Enfin, je veux dire, quand vous faites des preuves, si vous supposez que vous n'avez pas l'associativité de l'addition, vous ne faites plus de preuves. Enfin, je veux dire, c'est pas une preuve, c'est pas des maths. D'accord ? Donc, nous, on veut des preuves, et c'est ce qu'on veut. Et donc, du coup, on veut quand même pouvoir avoir dans un prouveur des vrais réels, ce que j'appelle les vrais réels. Pas des flottants. Enfin, pour moi, les flottants, c'est faux réels. Enfin, c'est une approximation des réels. Et donc, après, on se pose la question, comment on fait pour formaliser les réels ? Puisque des réels, il y en a plein. Donc, vous avez les réels exacts, les réels non standards, vous avez des réels constructifs, vous avez des réels classiques. Bon, alors, les nombres flottants, qui sont quand même une approximation des réels. Vous avez de l'arithmétique d'intervalle, qui sont aussi une approximation des réels. Donc, c'est comme quand vous faites un programme, vous vous demandez quelle structure de données je vais prendre. Est-ce que je vais prendre des listes chaînées, des tableaux, des je sais pas quoi. Là, c'est un peu pareil. Comment est-ce qu'on fait pour formaliser les réels ? Et là, on en revient un peu à la biodiversité, c'est-à-dire que moi, pour le coup, je vais faire des réels classiques, mais à Nijmegen, aux Pays-Bas, eux, ils ont choisi de faire des réels constructifs parce qu'ils font des maths constructives, et donc c'est forcément pas les vrais réels. Pas les mêmes réels, pas les vrais. Si, c'est des vrais réels. Quelle est la différence entre nombre réel exact et nombre réel classique ? Nombre réel exact et non. Alors, nombre réel exact, c'est dans les ordinateurs, on suppose, alors je ne vais pas en parler, mais on suppose que votre réel, il est exact jusqu'à une décimale que vous fixez. Donc, en fait, c'est une sorte de limite. Et puis, vous dites, donc c'est Bohm qui avait développé le premier, c'est réel exact. Et donc, vous pouvez calculer des choses en disant, je veux que jusqu'à la 25e décimale, je suis sûr que mon résultat est exact. Donc, ça se rapproche plus des flottants que des réels, c'est difficile de dire ça. Mais en tout cas, c'est pour ça que ça s'appelle des réels exacts. C'est pas là du tout la norme I3E 754 des flottants. Alors, donc, on se pose toujours, d'un point de vue maths, on se pose la question. Alors, les réels, déjà, c'est pas dénombrable, hein, donc on ne peut pas définir ça comme on a défini les entiers de Peano avec un type inductif. Alors, je mets simple, avec un type inductif simple, parce qu'il y a des tentatives, et il y a même eu des formalisations où on définit les réels avec un type co-inductif. Mais ça, c'est une technique qui permet de définir les digits par des streams, des choses comme ça. Mais c'est pas... Enfin... c'est encore vraiment en balbutiement. Alors en balbutiement depuis 20 ans, mais c'est pas quelque chose qui est très bien stabilisé. Oui, voilà, merci. Donc, on peut axiomatiser les réels. Alors, je viens de dire tout à l'heure que c'était pas terrible, mais je vais y revenir. On peut les construire. Pour les construire, il y a la méthode de Cauchy, Cantor, les coupures de Dedekind. Tout ça, on le trouve dans pas mal de livres. Le Landau, Bourbaki aussi fait une construction des réels, ce genre de choses. Vous pouvez avoir les réels au premier ordre ou au second ordre. Alors, au premier ordre, c'est pas tellement utilisable parce qu'en fait, au premier ordre, on peut pas quantifier. Donc, au premier ordre, c'est Tarski qui avait fait ça, qui disait tout polynôme de degré impair admet une solution. Alors, mais sauf que pour tout polynôme,
ça c'est pas du premier ordre. Donc en fait c'est pas finiment axiomatisable ou définissable que donc dans un système on peut pas faire quelque chose de non fini. Et en logique, on se demande si on veut des classiques, des intuitionnistes. Donc la logique classique c'est ce qu'on connaît tous, c'est comme à l'école. Hein. Et la logique intuitionniste, l'analyse intuitionniste, c'est Bishop qui est la référence, qui est vraiment le livre de référence, un bouquin jaune où vous avez tout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'analyse intuitionniste, vous n'avez pas les mêmes énoncés que l'analyse classique. C'est pas seulement les mêmes preuves, c'est les mêmes énoncés. Par exemple, vous prenez le théorème des valeurs intermédiaires, tout est défini, vous avez des normes où tout est inférieur à epsilon, puisque vous ne pouvez pas décider est-ce que quelque chose est égal ou pas, ou dans un intervalle, ou des choses comme ça. Donc c'est même les énoncés qui diffèrent. Alors les nombres réels dans Roc, je vais me focaliser dans Roc. Donc les premiers nombres réels, ils sont apparus assez tard, en 2000. Ils ont été axiomatisés, je vais revenir dessus, puisque j'arrête pas de dire qu'axiomatisation c'est pas bien, sauf que quand c'est trivial, on peut axiomatiser, je vais en reparler juste après. Les opérations sont des fonctions totales, ça je sais que vous allez, quand je vais parler de ça, vous allez tous bondir de votre chaise, j'anticipe parce que je sais. Et puis la comparaison est décidable, donc ça donne un aspect classique, c'est-à-dire qu'on peut décider, mais ça vous le faites aussi, vous le faites quand vous faites vos preuves, ça vous dérange pas de dire est-ce que A réel est égal à 0 ou pas. Si R est égal à 0, machin. Donc là, on va supposer que c'est décidable, et ça c'est purement classique, puisqu'on ne peut pas, en fait, dans la vraie vie, on ne peut pas décider si un nombre réel est décidable ou pas. Est-ce qu'un nombre réel est égal à pi ? Il peut être égal à 3, 14, 15, 9, et puis après, autre chose, je ne sais plus ce qu'il y a après le 9 d'ailleurs, mais et voilà, d'accord ? Et que ce ne soit pas égal à pi. Donc, il y a une autre bibliothèque des réels qui est née qui est née en même temps par Milan Niqui, qui est une bibliothèque constructive des nombres réels. Donc ça, c'est vraiment l'école constructive de Nimeg, ou Nimeg, une bibliothèque en 2013 qui a été faite par-dessus celle des réels. Justement, donc c'est une extension, c'est vraiment une extension et un peu plus conviviale. Entre 2000 et 2013, il y avait des tas d'outils, de choses qui n'existaient pas en 2000 quand la bibliothèque des réels a été faite au départ. Et en 2013, Coq a évolué, Coq s'est modernisé, et donc il y avait des choses qui étaient plus sympas. Et donc, c'est la bibliothèque Coquelicot, c'est une extension, elle est vraiment construite au-dessus des réels, elle ne fonctionne pas sans les réels. Et en particulier, elle étend complètement la notion de fonction totale plutôt que la fonction de type dépendant. Je vais y revenir. Et puis, la bibliothèque des réels, elle a été aussi en 2020 augmentée en introduisant une partie commune réelle constructive. C'est un travail que je voulais faire depuis longtemps, mais en fait Vincent Semeria l'a fait et c'est parfait. C'est-à-dire que maintenant, la bibliothèque de Roc, vous avez un socle commun qui vous permet d'avoir des réels constructifs jusqu'à un certain point et des réels classiques, et puis après il y a divergence entre les deux. Alors, les réels de la librairie standard de Roc, du coup, ils sont formés de 17 axiomes. Ces 17 axiomes, alors je vais pas m'attarder, je vais m'attarder sur celui-là, sur l'inverse, et puis l'axiome qui est là. Et c'est là où en principe vous bondissez, parce que vous voyez que l'inverse, c'est une fonction qui va de R dans R. Donc on peut écrire 1 sur 0, 3 sur 0, x sur 0, c'est pas un problème, parce que on a cet axiome qui dit que lorsqu'on va simplifier, donc la notation ici c'est pour 1 sur R, donc ça c'est 1 sur R fois R. Donc lorsqu'on va simplifier cette notation, 1 sur R fois R
pour dire que c'est égal à 1, on ne peut le faire uniquement que quand R est différent de 0. Donc en fait, on postpone, on retarde l'argument qui est que le dénominateur doit être non nul, on le retarde plus tard lors de la simplification. Et ça, ce que je disais ici sur plutôt que les types dépendants, donc ça existait déjà dans la librairie standard, mais uniquement pour l'inverse, parce que l'autre solution, c'est quoi? L'autre solution, ce serait d'avoir ici un type qui ne serait pas R, mais un type qui serait R accolé avec la preuve que R est non nul. Donc en fait, si vous écrivez 3 sur 2x, d'accord, vous devez écrire 3 fois l'inverse, donc 2x, avec la preuve que 2x est différent de 0. Et cette preuve-là, il faut l'avoir. Donc ça veut dire, soit vous avez un lemme intermédiaire comme quoi 2x est différent de 0, ou soit vous mettez le lambda terme directement lorsque vous écrivez ce truc-là. Alors maintenant, si je veux écrire 4 sur 5, d'accord, j'écris 4 fois l'inverse de 5 avec la preuve que 5 est différent de 0, etc., etc. C'est hyper pénible. C'est vraiment quelque chose de pas pratique quand on fait de la formalisation, parce que on finit par avoir des termes qui sont dépendants. Donc là, ça dépend de la preuve, et c'est pas vraiment waouh. Et c'est pas ce qu'on souhaiterait. C'est pas ce qu'on souhaite pour des raisons de commodité, mais la correction est là. C'est-à-dire que c'est pas inconsistant de faire comme ça. Alors c'est vrai que ça gêne au début, hein. Même les gens qui ne sont pas forcément matheux d'origine, ça gêne. Les étudiants s'en accommodent très bien parce que de toute façon, ils voient très bien dans la pratique qu'au bout d'un moment, ils vont quand même devoir montrer que leur dénominateur il est non nul. Mais c'est juste retardé. L'axiome d'ordre total dont je vous parlais tout à l'heure, alors ça c'est des ou. Ça c'est des ou. Je ne vais pas m'attarder sur cette notation, mais c'est des ou. Donc là, on sait décider si un réel est inférieur à un autre, ou s'il est égal, ou s'il est supérieur. Et donc, du coup, ça donne un aspect vraiment classique à la librairie. Et l'axiome de complétude aussi est un aspect classique pour des raisons internes à Coq. Ça, je ne m'attarde pas non plus. La dérivée maintenant, par exemple. Une fois qu'on a ces 17 axiomes, donc là, ils ne sont pas les 17, il y a des points de suspension, mais c'est des axiomes de base tout à fait élémentaires. Il y a aussi l'axiome d'Archimède, je ne l'ai pas mis là, mais il y a l'archimédien, enfin voilà, c'est... alors, une fois qu'on a ces axiomes, on peut définir la dérivée. Alors, la dérivée, elle est définie sur un domaine. Alors, vous voyez, le raisonnement, en fait, quand j'ai développé cette librairie, alors déjà le but c'était pas de développer la librairie, je l'ai développée pour prouver autre chose, parce qu'il n'y avait pas de réel dans Coq à l'époque, et donc j'avais pas vraiment fait une réflexion vraiment poussée sur cette librairie, mais j'ai pas poussé le fait de faire des fonctions totales au bout du raisonnement, c'est-à-dire je l'ai fait pour l'inverse parce que c'était pratique, mais pour la dérivée je l'ai pas fait. Vous voyez, pour la dérivée, elle est ici, elle retourne un type propositionnel, une proposition. Donc en fait, il faut lui donner f et d étant la dérivée de f sur le domaine, et puis montrer que x, donc la dérivée, c'est la limite de f de x moins f de x0 divisé par x moins x0 quand x tend vers x0. Et donc du coup, cette dérivée en x0, il faut bien vérifier que x0 appartient au domaine. Donc là, on n'est pas dans une fonction totale. Et la librairie Coquelicot, c'est ce qu'elle fait. Elle pousse le raisonnement
15 ans plus tard, elle a poussé le raisonnement en disant, eh ben, quand on va écrire une dérivée ou une limite, on s'en fiche de savoir si c'est dérivable, on s'en fiche dans un premier temps de savoir si la limite existe, et quand on fera des preuves dessus, au bout d'un moment, un jour quand même, il faudra bien prouver qu'elle est dérivable et que la limite existe. Par exemple, tu as prononcé plusieurs fois le mot fonction totale. Qu'est-ce que c'est ? Alors, fonction totale, c'est ça. Fonction totale, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est l'inverse d'une fonction partielle, en quelque sorte. C'est-à-dire que on n'a pas... la fonction, elle prend n'importe quelle valeur et puis elle rend des valeurs dans un autre ensemble. Il n'y a pas de restriction sur l'ensemble de départ des valeurs, comme il y aurait ici. Ici, il n'y a plus de notion de domaine de définition. C'est ça. Le domaine de définition, c'est tout R. Donc là, c'est pour ça que je disais qu'on peut très bien écrire 3 sur 0. 3 sur 0, ça vaut n'importe quoi. Alors dans certaines bibliothèques, 3 sur 0, ça vaut 0. Parce que, par exemple, en HOL Lite, quand le dénominateur est nul, ça vaut 0, mais c'est pas faux non plus. Alors, depuis la refonte de qu'a fait Vincent Semeria en ROC, ça vaut 0 aussi, parce qu'il en avait besoin pour la partie constructive, de poser que c'était que n'importe quoi sur 0, ça faisait 0, parce que voilà. Mais, donc, il y a le domaine de définition, en fait, il est total de R vers R. Et donc du coup, on peut montrer, par exemple, il y a aussi la continuité de la dérivée, et puis on peut montrer la dérivée de la constante. La dérivée de la constante, donc ça, c'est la définition d'une fonction constante, c'est-à-dire à x, on associe un y qui n'est pas x, qui n'est pas lié à x, et puis la fonction nulle, à tout x, on associe 0, donc la dérivée de la constante, c'est bien 0. Ou la dérivée de la fonction identité, à x, on associe x, et c'est bien 1. La dérivée de x, c'est bien 1 dans le domaine de définition, etc., etc. Donc, une fois qu'on a fait toute cette librairie, qu'on a développé tout ça, on peut montrer plein de choses. Par exemple, l'unicité de la limite. Donc, si on a une suite, donc là, on a pris l'exemple d'une suite qui prend, donc c'est un entier naturel et qui renvoie un réel. Si la suite converge vers une limite L1 et qu'elle converge vers une limite L2, alors L1 égale L2. Unicité de la limite. Et donc, alors là, la preuve est coupée, c'est fait exprès, c'est pas parce que c'est juste pour montrer que la preuve est très très longue. Je vous la montrerai tout à l'heure en démo, mais ça c'est tiré. Alors, dans la bibliothèque standard, il n'y a pas de commentaires aussi jolis comme ça. C'est dommage d'ailleurs, ce serait quelque chose qui serait intéressant. Là, les commentaires sont faits pour les étudiants. Ils sont faits pour les étudiants de L1. Et donc, on explique que comment on va montrer que L1 égale L2, c'est que la distance, elle est aussi petite qu'on veut entre L1 et L2. Ensuite, quand on va unfolder la convergence, il y a les epsilon qui vont apparaître, puisque la limite, c'est pour tout epsilon, machin, etc. La valeur absolue de un moins L est inférieure à epsilon, etc. Voilà. Donc, on va leur montrer ça. Donc, il y a aussi des petites choses. Et là, vous voyez, on a des asserts. Je vous montrerai mieux tout à l'heure. Là, on fait une preuve en avant, en quelque sorte, parce que on a besoin, à un moment, on est sur epsilon sur 2, et donc on suppose que epsilon sur 2 est positif, sachant que epsilon est positif, etc. Enfin voilà, il y a des petites preuves comme ça. Justement, c'est l'heure de la démo. Alors, sauf que je l'avais préparé tout à l'heure. Alors, je vais perdre un peu de temps parce que j'ai dû rebooter.
Alors, donc on était sur la... Alors, je vous montre rapidement le fichier. Donc ça, c'est le fichier RLimit qui est issu de la... C'est celui qui est dans la librairie standard. Donc il y a des choses... alors, c'est du calcul... Il y a marqué calculus, mais c'est pas vraiment du calcul. Hein. On ne calcule pas avec les réels de ROC. On fait pas de calcul, on fait des preuves. Donc il y a des résultats intermédiaires qui sont nécessaires. Il y a aussi... Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc, on se place sur un espace métrique. Donc, on a la définition de ce qu'est un espace métrique. Donc, ça ressemble beaucoup. Hein. Je pense que dans Lean, ils ont la même chose. Dans Musar, ils ont la même chose. Enfin, il y a des choses un peu partout. Dans HOL Live, pareil. Enfin, des choses comme ça. Et puis... alors la limitation de cette bibliothèque-là pour l'instant, c'est que c'est des fonctions à un argument. Hein. On est dans R-Flasher, on n'a pas de fonction. Je vous parlerai après des fonctions à plusieurs arguments. C'est en train d'être développé dans la partie analyse. Donc le lemme, donc on a du coup l'addition des limites. Donc si deux fonctions, si on a une fonction f ici, qui a pour limite L, une fonction G qui a pour limite... Est-ce que vous voyez mon curseur ou pas? Ouais. Une fonction G qui a pour limite L', et ben la fonction f plus G, elle a pour limite L plus L', etc. Enfin, voilà. Donc, et puis, ici, la multiplication qui est beaucoup plus compliquée parce que la multiplication, il y a les domaines... Il y a les domaines d'application il y a pas mal de choses à faire, c'est de la composition. Bref, donc ça c'était juste pour que vous voyez à quoi ressemble ce genre de preuve. Et donc ça, par rapport, si je réponds à la question combien de temps ça a pris, toute la partie limite, définition, 3 mois peut-être. Voilà, 3 mois en 2000. Maintenant, ce serait plus rapide. Il y a des tactiques d'automatisation qui ont été développées. Donc 3 mois en l'an 2000, maintenant, c'est beaucoup plus rapide. Oui, on peut se poser, ça interroge sur l'utilité effective d'utiliser ces outils. Bah, le problème, c'est que si on les utilise pas, ils vont pas se développer. En fait, c'est... Alors, comment dire? Ouais, c'est-à-dire que c'est un peu comme les langages de programmation. L'utilité, c'est d'avoir des preuves vraiment correctes. Quand on prouve des théorèmes qui sont un peu compliqués, où on veut être sûr que la preuve est correcte, c'est très bien d'avoir ces outils. Et pour pouvoir utiliser et pour pouvoir prouver des lemmes un peu compliqués, ben, on est obligé de partir des maths de base. Donc effectivement, dans l'absolu, montrer l'unicité de la limite ne sert strictement à rien. Ça, je suis d'accord. Mais c'est un théorème qui est utile pour montrer plein d'autres théorèmes qui sont beaucoup plus compliqués et qui, eux, sont utiles. C'est ça. Quand même les uns sur les autres. Oui, bien sûr. Le travail de 3 mois, il a été fait, maintenant il est fait, c'est bon. Absolument. Tout à fait. Absolument. C'est la base, c'est la bibliothèque, c'est ce qu'on appelle les bibliothèques. Donc, voilà. C'est oui. Ouais. J'ai cru voir au tout début là, qui ont démontré que epsilon sur 2 plus epsilon sur 2 est égal à epsilon. Ouais. Il n'y a pas quelque chose qui a été fait sur les fractions que tu peux tout de suite réutiliser, ou alors c'est parce que c'est le premier. Enfin... Alors, le truc c'est que à l'époque de cette bibliothèque, il y avait juste rien. Vraiment rien. Maintenant, on n'a plus besoin de faire un truc qui dit x sur 2 plus x sur 2 égale x. C'est fait par des tactiques du genre LRA ou Field ou des choses comme ça. Des tactiques que j'ai moi-même d'ailleurs développées après cette bibliothèque, mais au fur et à mesure. Donc effectivement, là, il y a ça, mais maintenant... Alors, comme Coquelicot est plus moderne, et en fait...
un des buts, c'était aussi de moderniser cette bibliothèque. En principe, maintenant, on n'utilise plus Coquelicot, puisque c'est une couche plus moderne qui est basée sur celle-ci. Celle-ci est vraiment vieillotte et ancienne. Et sur le calcul de dérivée, là, le fait de transporter à chaque fois toujours la dérivée, c'était dans un but particulier ou c'était dans le but, bon, ça permet d'avoir une formalisation assez rapide et puis on verra plus tard. Enfin... Ça permet d'avoir une formalisation assez rapide. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, l'outil ne va pas calculer la dérivée, ce n'est pas un outil de calcul formel. Alors il y a des liens entre... On peut utiliser un outil de calcul formel comme une calculatrice, on va dire, et puis après montrer le résultat du calcul formel. Donc c'est ce qu'on appelle l'approche un peu sceptique. C'est pas un peu, ça s'appelle l'approche sceptique. Donc on utilise un outil extérieur, on a le résultat, et puis après on démontre dans ROC ou autre chose que le résultat est correct. Mais là c'était vraiment quelque chose d'un peu rapide pour pouvoir parler de dérivés. Et dernière question, limite, donc là je pense continuité, je pense éventuellement intégration aussi. Oui. Et c'est aussi des choses qui ont été développées à l'époque. Oui. Oui, alors l'intégration, celle-là a été pas par moi, celle a été par Olivier Desmaîtres, 3 ou 4 ans après, mais c'est dans la même, on va dire, c'est la même époque, voilà. Et alors moi après, je vais vous parler, alors c'est l'intégrale de Riemann, et moi je vais vous parler de l'intégrale de Lebesgue, si j'ai le temps, parce que là, il y a quelques années, on a fait l'intégrale de Lebesgue. On me dit qu'il faut que je me dépêche. Bien, alors, au niveau enseignement, je vous en avais parlé hier, quelques-uns. Ça, c'est un fichier pour les secondes. Donc là, c'est quand même plus simple, voire même les troisièmes, puisqu'on parle de fonctions, et en particulier de fonctions croissantes. Ce que je voulais vous montrer, c'était ici. Voilà. C'était ici. Et donc là, on vient de définir qu'est-ce que c'est qu'une fonction croissante. Ça, je ne vous répète pas ce que c'est qu'une fonction croissante. Hein. Et puis après, on dit que on va montrer que, alors on parle de fonctions affines, définition des fonctions affines, ax plus b, et on leur a dit que si a est positif, alors la fonction est strictement croissante. Et donc, on leur fait des exemples, par exemple, si a est égal à 0, alors il s'agit d'une constante. Donc on leur explique, donc ça c'est donné dans le fichier, avec des tas de commentaires qu'ils peuvent lire, et avec les tactiques qui vont bien pour faire leur preuve, et après c'est à eux de faire la preuve tout seul sur la fonction croissante. Et ça, même en troisième, ça marche plutôt bien, avec toutes les explications. Alors la seule contrainte qu'on a, c'est qu'il faut qu'il sache lire, enfin qu'il sache lire, il faut qu'il soit motivé pour lire tout le fichier et bien le comprendre. C'est ça que je voulais dire par ça. Et donc la suite, ce que je vous ai affiché dans le slide tout à l'heure, c'était cela. Et ça c'est pareil, donc là, tous les commentaires, les jolis commentaires qui sont très utiles, c'est à destination d'étudiants de première année d'université, d'étudiants de L1, où ils commencent à faire de l'analyse. Et donc là c'est pareil, on leur donne on leur donne cette fonction-là où tout est donné, ils n'ont pas à faire, donc il faut qu'ils lisent bien les commentaires. Et alors vous voyez, il y a pas mal de textes parce qu'on est limité en nombre d'heures. On a très peu d'heures, du coup il n'y a pas de cours magistral, il n'y a pas tout ça. Les preuves en maths, en principe, ils savent les faire côté maths, mais en principe, pour ça je dis en principe. Et nous, après, on leur explique ici, donc eux c'est pareil, il faut qu'ils lisent aussi. Toutes les explications qui sont là, qui sont à la fois liées aux maths et liées aux tactiques elles-mêmes de l'outil. Et donc, ce qui est important, ce que je voulais vous faire remarquer ici, c'est ça. C'est au bout d'un moment,
quand ils savent, quand on a fait plein de choses avant sur les antinaturels, sur les ensembles, sur la logique, parce que l'analyse, ça arrive à la fin. En fait, l'analyse, c'est vraiment la fin parce que c'est ce qu'il y a de plus compliqué en fait pour eux. Eh ben, on en a marre de reprouver que 2 est différent de 0, ça n'a aucun intérêt. Et donc, on leur dit quand même, il y a de l'automatisation. Et donc, on peut utiliser la tactique LRA, qui est une tactique automatique. Il y a Ring, il y a Field, qui sont des tactiques automatiques, qui font des tas de choses automatiquement. Et donc, suivant le niveau auquel on se place, eh ben, donc, tout au début, il n'y a rien d'automatique, parce qu'on veut qu'ils comprennent bien comment fonctionnent les maths, et c'est intéressant pour eux. Ils n'ont pas idée que quand on écrit 4 sur 5, eh ben, il faut que le prouveur, il faut que 5 il soit différent de 0. Hein, voilà. Et donc, il y a des choses, et ça leur permet de bien voir que les maths, ça va il faut tout montrer jusqu'en bas. Jusqu'en bas. Et donc voilà, mais au bout d'un moment, il y en a marre. Donc au bout d'un moment, quand même, dans la vraie vie, nous, en tant que chercheurs, de toute façon, on utilise beaucoup les tactiques automatiques parce que notre but, c'est de prouver des théorèmes un peu compliqués et pas de prouver que 5 est différent de 0. Voilà. Voilà. Et puis après, du coup, ils peuvent faire la même chose. Enfin, ils ont plein de lemmes à faire. Où est-ce que c'était ? Si je reviens ici, oui, alors, ce que je disais par rapport à l'axiomatisation, là, il y a 17 axiomes. Les 17 axiomes, en fait, il n'y a pas d'incohérence. Alors, comment est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas d'incohérence ? Déjà, il y a une preuve de non... Alors, le premier axiome de complétude que j'ai fait, il était faux, parce que j'avais oublié de dire que l'ensemble était non vide. Donc déjà... Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des tas d'anecdotes comme ça sur des axiomes faux, et pas seulement quand on est jeune doctorant, hein, y a des gens très bien, en particulier Gilles Deweg par exemple, m'avait raconté que quand il était allé à la NASA travailler en PVS avec César Munoz, il faisait des preuves sur des preuves d'avionique. Sur leur but, donc c'était en 2000, et leur but c'était en 2015 de faire atterrir 2 avions tout seuls sur la même piste avec un programme prouvé correct. Bon, ils s'étaient donné 15 ans pour faire ça, on n'y est pas tout à fait encore, donc voilà. Tout ça pour dire que c'est long, parce qu'en fait on se dit, il n'y a plus que ça à prouver, mais il n'y a plus que ça, waouh, voilà. Parfois, il peut être compliqué. Bref, et donc il disait, ils avaient besoin justement du théorème des valeurs intermédiaires, et donc il avait posé un axiome. Ils se sont dit, quand même, c'est un lemme trivial. Donc la notion de trivial est très subjective, en fait. Et donc, quand ils ont posé l'axiome, il y a l'intervalle AB, et un mathématicien, et je suis sûre que vous, dans votre tête, AB, A, il est plus petit que B. Hein. Sauf que si vous l'écrivez pas, donc la tactique grind et ground, c'est le même nom de tactique quand j'ai découvert que c'était le même nom de tactique en Lean, donc Lean peut-être que c'est inspiré de PVS, je ne sais pas. C'est des tactiques automatiques, et du coup, il arrivait à tout prouver. Et donc ils se sont dit quand même, il y a un truc qui ne va pas. Et donc ils ont relu leur axiome, et donc ils avaient oublié de préciser que quand on parle de intervalle AB, A, il faut qu'il soit plus petit que B. Et donc, effectivement, quand ils ont rajouté cette hypothèse, voilà, c'était plus raisonnable déjà. Donc, poser des axiomes, c'est vraiment... Là, les axiomes sont tellement triviaux, mis à part la complétude, sont tellement triviaux que... Et puis, depuis 20 ans qu'elle est utilisée, cette librairie, on sait qu'on ne peut pas prouver le faux, mais voilà, il faut faire très attention. J'avais un autre collègue... Jean-Louis Krivine, là, qui me disait « Ah ouais, mais non, mais ça sert à rien ». C'est un peu la remarque de Pascal tout à l'heure. À quoi ça sert on pourrait poser tous ces axiomes triviaux, tous ces axiomes, la limite, l'unicité de la limite, tout ça, on pourrait l'axiomatiser, on pourrait le poser en axiome, puisque de toute façon, c'est tellement trivial. Et je lui avais répondu ça, je lui avais dit « Non, mais on peut quand même se tromper ». Et il m'avait dit « Ah, mais c'est pas de ma faute si les gens sont nuls ». Mais non, en fait, même quand les gens sont pas nuls, on peut quand même... parce qu'on suppose, l'être humain suppose quand même qu'il y a des choses que la machine ne suppose pas, quand même. On parle un petit peu recherche
Maintenant, ça ne va pas durer trop longtemps. Donc, comme on l'a dit hier, il y a plusieurs prouveurs, il y a aussi plusieurs bibliothèques. Et il y a plusieurs bibliothèques, même dans un même prouveur. Parce que hier, Sébastien, il a cité Matcomp et Matcomp Analysis. Nous, on en développe depuis 20 ans, enfin, pas depuis 20 ans, mais elle ne s'appelle pas comme ça depuis 20 ans, mais on en développe une autre, qui est ROC Num Analysis, qui est dédiée à l'analyse numérique. Pas que l'analyse numérique. Donc, c'est des travaux qui ont commencé en 2005 par des projets ANR sur l'équation des ondes. Alors, il s'avère, pour la petite histoire, que François Clément et Vincent Martin, c'est des numériciens, donc c'est des matheux. Des vrais matheux, des matheux qui font des maths, enfin des vrais maths, des numériciens. Et donc François Clément, j'étais allée le voir au début de ma thèse parce que moi je voulais faire une thèse sur l'analyse numérique prouver des problèmes d'analyse numérique. Et donc il m'avait soumis ce problème d'équation des ondes en 97, sauf qu'il n'y avait même pas de réel. Et donc il m'avait donc j'avais regardé, et donc du coup ce problème qu'il m'avait soumis en 97, il a été prouvé en 2012. Donc j'ai fait ma thèse sur la différenciation automatique, donc avec des réels et des outils de différenciation automatique, ce qui était un petit peu plus abordable à l'époque, mais parler de gradient, parler d'intégrale, l'équation, parler de dérivée partielle, alors qu'il n'y a même pas de réel, c'était juste pas possible. Donc ça c'est pour la petite histoire. Et Sylvie Boldo, donc qui elle fait du ROC et en particulier elle est spécialiste des flottants aussi, pas des réels, enfin des flottants. Moi c'est les réels, c'est les flottants. On fait bien la différence. Et Vincent Martin, qui est arrivé dans le projet après, vers 2012-2013, lui, il est en particulier spécialiste des éléments finis. Et donc c'est les éléments finis dont je vais vous parler un tout petit peu maintenant. Et donc Catherine Lelay, avec Guillaume Melchion et Sylvie Boldo, est à l'origine de la bibliothèque Coquelicot. Florian Fessol a prouvé le théorème de Lax-Milgram. Alors, il n'a pas fait que la preuve du théorème de Lax-Milgram et de CA. Il y a Lax-Milgram et CA. Il n'a pas fait que cette preuve pendant sa thèse. Il a fait d'autres choses sur les flottants, mais ça lui a quand même pris une bonne partie de sa thèse. Donc, et puis, Ouda Moussine, qui a fait la preuve d'unisolvance pour les éléments finis simplicio, de l'élément fini de Lagrange en particulier, P1. Donc, et elle, ça a pris toute sa thèse de définir c'est quoi un élément fini, d'appliquer l'élément fini de Lagrange, et avec la preuve d'unisolvance qui va bien. Donc ça vous donne un peu un ordre de... Alors elle n'a pas fait toute seule, en plus on l'a beaucoup aidée, donc en temps humain c'est assez important. Alors comment focus sur le processus de formalisation. Comment est-ce qu'on formalise? Comme je disais tout à l'heure, il faut connaître les preuves. Donc, pour connaître les preuves, on utilise des livres de maths. Donc ça, c'est les livres qu'on a utilisés. Alors, voilà, il y en a peut-être d'autres, mais on a utilisé ça. Par contre, pas que, parce que dans les livres de maths, quand vous faites des preuves papier-crayon en maths, vous écrivez... d'après l'hypothèse machin, on a ça, donc autre chose. Le donc là, il peut être cher. Le donc. Et donc le donc, eh ben il faut combler les sauts de ces donc. Donc, d'où par le théorème machin, on en déduit que. Ouah. Donc ça c'est quelque chose où il faut combler les sauts, et puis il faut aussi mettre en place les choix de formalisation. Donc je vous en ai parlé pour les réels, mais par exemple, je vais en parler tout à l'heure, il y a plein d'autres choix de formalisation, mais pour ça, Vincent et François, donc Vincent Martin et François Clément, ils ont complètement refait des preuves, mais vraiment détaillées, pour combler les sauts des preuves mathématiques que l'on trouve dans les bouquins. Je vais vous en montrer un petit extrait.
Alors, je l'avais préparé tout à l'heure comme... alors, voilà. Alors, pour que vous en ayez un aperçu... Alors, c'est un document qui est en travail, c'est pour ça que les parties vertes, puis il y a des annotations dessus, mais c'est pas très grave. Par exemple, voilà. Par exemple, là, typique, non, ça c'est un peu trop... Donc, pour les éléments finis de Lagrange, alors les éléments finis de Lagrange, je ne sais pas si vous en faites beaucoup, si vous faites, je ne sais pas si c'est au programme, c'est pas au programme 0. C'est pas grave, c'est pas gênant. Et je répondrai du coup à la question aussi en même temps. Ah, oui. C'est pas ce que je voulais faire. Bon, je répondrai aussi à la question de comment on traduit les schémas. Il y avait une question hier qui disait, mais les schémas, comment on les traduit? Eh bien, les schémas, on les traduit, tout là, toute la suite qui est ici. Ça, en fait, ça c'est pour l'être humain, c'est pour nous, et en particulier nous qui devons... Alors maintenant, François Clément, il fait plein de preuves. C'est devenu vraiment, il fait plein de preuves, mais au départ, il n'y avait que Sylvie et moi qui faisions des preuves, et donc, il fallait qu'on comprenne aussi leurs preuves détaillées. Alors, c'est pas qu'on est spécialement nul en maths, mais bon, voilà, il fallait quand même qu'on... Et donc, ces schémas, ils sont aussi là pour que nous, on comprenne bien ce qu'on veut, c'est quoi les théorèmes, à quoi ils s'appliquent. Et donc, la formalisation, elle est vraiment là. Par exemple, voilà. Donc, on a ce genre de preuves détaillées. Vous voyez, bon, ça typiquement, c'est des binomiaux, mais tous les détails sont là, avec à chaque fois les preuves, comment on applique. En maths, vous écrivez jamais des choses comme ça. Vous ne faites pas autant de détails. Et donc, ce rapport, il explique vraiment en détail absolument toutes les étapes de programmation qui nous permet, nous, de faire du coq. Alors, ces preuves, ça donne vraiment une autre perspective sur les maths. Et cette diapo-là, elle vient des matheux, en l'occurrence. C'est les matheux qui ont remarqué ça. C'est-à-dire que les formulations sont un peu inhabituelles et sont originales par rapport à ce que vous avez souvent l'habitude de faire papier-crayon. En pratique, il faut choisir les bons chemins de formalisation en s'appuyant sur des choses formalisées, comme on a dit tout à l'heure. Une fois que les bibliothèques sont faites, eh ben, elles sont faites. Après, on peut y retoucher ou on peut y revenir quand en ligne, par exemple, ils sont passés de Mathlib 3, enfin de ligne 3 à ligne 4, ils ont fait derrière moi table rase du passé, et ils ont tout refait en ligne 4. Voilà. Alors nous, en Roc, depuis 30 ans, on n'a pas pris ce chemin-là, c'est-à-dire qu'on essaye d'être conservatif. On essaye d'avoir une compatibilité ascendante. C'est un choix, il est bon ou mauvais, hein, ça je ne préjuge pas. Line, ils font l'autre choix inverse. Voilà. J'ai pas d'avis sur cette question, à vrai dire. Alors, c'est quand même pratique d'avoir une compatibilité ascendante quand on change de version. Hein, mais voilà. Essayez de généraliser les résultats. Alors,
généraliser les résultats. Par exemple, quand on parle d'avoir une hiérarchie, on parle de groupes de monoïdes, d'anneaux, etc. Donc ça, c'est une sorte de généralisation. Quand on fait des matrices, eh ben, on essaye de ne pas juste faire les matrices. Quand j'ai montré les dérivés, c'était dérivé d'une fonction à une variable. C'est pas très général, c'est pas voilà. Donc on essaye de généraliser en y consacrant un effort raisonnable, parce que parfois la généralisation, ça demande beaucoup d'efforts, et c'est pas seulement que ça demande beaucoup d'efforts, c'est qu'aussi ça dépend ce qu'on veut. Par exemple, je parlais d'une autre librairie de MathComp, typiquement. MathComp, eux, ils sont très générales, ils sont très méta, sauf que du coup, pour l'enseignement, c'est inutilisable. Parce que les notions sont beaucoup trop méta, c'est pas du tout accessible aux étudiants, et du coup, si on veut aussi pouvoir utiliser cette bibliothèque à la fois pour les étudiants et à la fois pour des gens qui ne sont pas du domaine, en particulier les numériciens, ils veulent pouvoir accéder quand même, la comprendre relativement facilement, la bibliothèque. Et donc c'est un choix à faire. C'est pour ça que nous, on continue à développer cette bibliothèque qui est vraiment utile aux numériciens et à l'enseignement. Et là, je la compare à MathComp, où ça, c'est pas possible. Donc, c'est ça les choix. Lean, je ne sais pas trop de ce point de vue-là, au niveau généralisation, ça, je ne sais pas où ils en sont. Alors, les éléments finis, quelques rappels, c'est ça les éléments finis. C'est-à-dire, on veut trianguler ou quadranguler une surface ou un volume. Et puis, pour pouvoir faire des calculs sur chaque petit triangle, donc là, c'est un anévrisme cérébral pour voir ce qui se passe au niveau sanguin. Et puis, notre objectif à terme, c'est de démontrer un code de méthode d'éléments finis écrit en C++ dans ROC. Mais pour pouvoir démontrer ce code, eh ben, il nous faut toute une librairie qui va nous permettre d'avoir tous les théorèmes qu'il nous faut. Et donc, voilà les maths nécessaires. Donc les maths nécessaires, il y a l'axe-migramme. Alors l'axe-migramme, on l'a. Les espaces de Sobolev, on ne les a pas encore. L'intégrale de Lebesgue, on l'a, mais ça fait pas longtemps, ça fait 2 ans. Les distributions, pas complètement. L'élément fini, on n'a que l'élément fini, les simplexes. On n'a pas les quadrangles. Et ça, on ne l'a pas du tout. Donc voilà, il manque tout un tas de choses. On est construit au-dessus de la librairie Coquelicot. Donc ce qui est en noir, c'est Coquelicot. Et donc on a quand même rajouté tout ce genre de choses déjà sur les morphismes, les fonctions abéliennes, les monoïdes abéliens, les modules space, enfin les choses comme ça. Et puis donc ça c'est là où on en est. Donc on est parti en 2000 de juste 17 axiomes. D'accord. La librairie Coquelicot, un peu qui augmente. Floc, c'est des flottants. Parce qu'en fait, quand on fait de la preuve de programme, on fait aussi, c'est ce qu'on a fait sur l'équation des ondes, on a prouvé la correction du schéma numérique. Donc l'équation des ondes, on approxime sur un maillage, sur un schéma numérique. Mais aussi l'erreur de flottant, puisqu'on travaille avec les numériciens travaillent avec des ordinateurs. Ces schémas numériques, ils sont calculés avec des programmes sur ordinateur. Les numériciens, ils ne font pas que des preuves papier-crayon. Et souvent, ils n'ont pas forcément conscience, ou quand ils en ont, ils ne savent pas trop comment faire, qu'ils ont aussi des erreurs de flottant. Donc on prouve à la fois l'erreur de méthode et à la fois l'erreur de flottant. Et donc, on a des subsets de l'algèbre. Donc ça, c'est ce qui a été développé dernièrement avec les éléments finis simpliciaux. L'intégrale de Lebesgue, on l'a fait avant, mais vous voyez, c'est récent, hein, 2022-2023, j'ai bientôt fini. L'axe Milgram 2017, et ce qui est en bleu, c'est le futur. Donc il nous reste encore pas mal du travail. Les cuboïdes, les espaces de Sobolev, les formules de quadrature. Là, on a un élément fini, c'est-à-dire un triangle ou un triangle en 3 dimensions. Un simplex, voilà, c'est ça.
Et puis à la fin, le programme vérification, mais là on en a encore pour peut-être pas 20 ans, mais enfin, je sais pas, hein, je m'avance plus maintenant. Voilà. Alors, il y a quelques publications, en particulier cette publication à Camois. Camois, c'est un journal de maths. Donc ça, c'est une publication qui est accessible aux matheux, pour le coup, parce qu'elle est orientée pour les matheux. Donc ça, c'est sur l'équation des ondes, c'est pas sur les éléments finis. Là, on a une publication soumise, mais on va en faire une sur les éléments finis accessibles aux matheux, une fois qu'on aura fini l'autre. Alors, je peux vous montrer, c'est le dernier truc que je voulais vous montrer, c'est à quoi ça ressemble, à quoi ressemblent les théorèmes voilà, donc par exemple, l'article il fait 79 pages et donc vous avez par exemple ici dans l'article, vous voyez, vous avez l'épreuve de maths et puis les définitions en ROC qui correspondent, et puis vous pouvez cliquer ici sur le Git où il y a le théorème. Donc avec les schémas, donc ça ressemble à ça. Donc pour répondre encore à la question comment on formalise les schémas, ben les schémas on les formalise comme ça, ici, et puis après on définit, alors mapf c'est une fonction map sur les familles de fonctions, donc là on parle de famille de fonctions. Là on est dans RD, hein, on n'est plus dans R, donc on n'est pas seulement dans R2 ou dans R3, on est dans R puissance D. Donc là c'est toutes les différents éléments finis, donc on n'est que du Lagrange, mais donc ça c'est du P1, P2, P3, etc. Enfin bref, voilà, donc et donc ah oui, et l'élément fini, la définition, elle est quelque part par là, enfin bref, c'est pas très important, mais et donc vous avez les éléments finis, vous avez un élément fini de référence qui est un triangle de dimension 1, un triangle rectangle, et puis vous avez une transformation géométrique qui le transforme, et inversement, sur l'élément fini quelconque du maillage. Donc c'est tout ça qu'il faut formaliser. Et voilà, donc on en est là. Merci. Est-ce qu'il y a quelques questions rapidement maintenant? Vous avez évoqué le fait qu'il n'y avait pas de calcul sur les réels en ROC. Et j'ai pas compris si c'était une limitation de ROC ou simplement qu'il manquait une bibliothèque. Non, alors quand je dis qu'il n'y a pas de calcul, j'exagère un peu, parce qu'il y a des calculs sur tout ce qui est entier, par exemple le 3 plus 4, en fait, ça aussi ça a évolué, c'est-à-dire qu'au départ, 3 c'était 1 plus 1 plus 1, le 1 étant le 1 de type R, donc là il n'y avait juste pas de calcul. Maintenant, 3 c'est l'entier 3 qui est injecté dans les réels qui est de type R. Donc en fait, quand on fait 3 plus 4, c'est les entiers de Peano, et ça fait successeur de successeur, ça fait 7, et après 7, il est de type R. Disons que les preuves, vous ne pouvez pas écrire, tout est défini en termes de lemme. Donc si vous définissez pi, vous pouvez définir pi en utilisant la formule de Stirling ou le cosinus ou je sais pas quoi, mais ça va être la preuve que c'est pi, mais ça va pas être pi. Vous pourrez pas dire pi 3, 14. Et quand, par exemple, si vous faites 3 demi plus 1 demi, ben c'est 3 divisé par 2 plus 1 divisé par 2, et la preuve de ça, on réduit au même dénominateur, et puis ça fait 3 plus 1 sur 2, et puis ça fait 3 plus 1, 4 sur 2, après on peut simplifier, ça fait 2. Mais on pourrait calculer ça on pourrait. Alors, non, alors je me demande,
S'il n'y a pas des bibliothèques, par exemple, typiquement les bibliothèques de Alberto Safaglione ou des gens comme ça qui définissent les réels par co-induction, ils peuvent faire un peu de calcul. Donc c'est pas que c'est impossible, c'est que nous, pour ce qu'on fait, ça ne nous intéresse pas spécialement parce qu'on veut vraiment des preuves. Mais je ne sais pas comment c'est les réels de Lin, est-ce qu'ils font du calcul? Alors il y a des notations. C'est des suites équivalentes, des classes d'équivalence de suites de Cauchy rationnelles et le noyau n'a aucune idée de à quoi ça ressemble et c'est juste des démonstrations exactement comme ça. Enfin, moi j'imaginais par exemple l'exemple du epsilon sur 2 plus epsilon sur 2 égale epsilon, peut-être pouvoir le montrer. Alors ça, il y a des tactiques automatiques qui le font. Oui, mais disons bon, Field le fait par exemple. Mais disons si on a un calcul, je sais pas, de 10 lignes. Mais ça dépend. Le calcul formel pourrait le faire. Ça dépend, oui. Si, ça dépend ce qu'on appelle calcul. Par exemple, si vous avez un truc qui dit 3x plus 7y plus 8 égale à 3 facteurs de x plus... je vais dire un truc complètement... Bon, j'essaie d'écrire un truc vrai, mais l'exemple est stupide. Mais ce que je veux dire, c'est que ça c'est quand même pas si simple. Enfin, c'est pas ça. Il y a une tactique Field qui fait ça, ou LRA fait ça aussi. Alors ça va vous générer la preuve que 3 doit être différent de 0, puisque là vous allez devoir simplifier par 3, etc. Ça c'est pareil, c'est déduit automatiquement. Mais les énormes formules que Benjamin, je crois, il y a Benjamin qui a sur le théorème des 4 couleurs, il a je sais plus qui a montré des trucs énormes. C'était toi. Voilà. Si jamais c'était sur R et des choses comme ça, Field et Ring montrent ce genre de choses. Mais c'est pas, je sais pas si on appelle ça du calcul. Pour moi, c'est pas du calcul. Pour moi, c'est de la preuve. En fait, moi, c'est surtout par rapport à la comparaison avec un logiciel de calcul formel. Enfin, moi, mais le calcul formel, il fait pas non plus. On ne va pas rentrer dans une discussion trop longue, s'il vous plaît. C'est ça. C'est pas non plus c'est la définition de c'est quoi un calcul pour moi un calcul c'est je sais pas c'est pi plus 3 et encore enfin ça fait 6, quelque chose voilà mais c'est vrai que c'est la définition. Benjamin hier il a dit les réductions, il a appelé ça du calcul. Est-ce que une bêta réduction c'est un calcul? C'est la vraie question. Bon, on peut utiliser le calcul de Coq pour faire de l'automatisation du calcul symbolique. Oui. C'est ce que fait Erin et ces choses-là. Mais, ouais. Donc ce que fait Maple et tout ça, enfin, ce que font les outils de calcul formel, c'est ce qu'on appelle les tactiques d'automatisation et ça on le fait. Je propose qu'on va arrêter les questions là parce qu'on a pris peu de retard et on peut très bien discuter un petit peu à la pause. Je pense que c'est assez raisonnable. Merci, mais on a pris.